Bon, bonjour à tous. On va débuter ce second cours. Donc la dernière fois, je vous avais brossé un petit peu un tableau un petit peu large sur les modes d'internalisation finalement des nanoparticules dans les cellules d'une façon assez globale. Également les modes de clairance et je vous avais montré que finalement la taille, la fonctionnalisation étaient des paramètres importants, que dans certains cas, l'anisotropie des particules pouvait être un facteur aidant à de l'internalisation ou aidant à de la clairance, mais que ça dépendait énormément finalement des premières interactions du système nanoparticulaire avec le milieu biologique et en particulier la possibilité ou non de construire très rapidement des couches, en fait des couronnes de protéines. Et j'avais pris comme exemple celui de nanotubes de carbone, sur lequel finalement on absorbe des protéines séparées, et en fonction finalement du nombre de groupements hydrophobes de la protéine, eh bien, la cinétique d'absorption d'une part change beaucoup, et le résultat final sur l'adhésion du système protéique également peut être modulé, et ça entraîne finalement des variations notables en fait, dans les processus d'internalisation. Donc je vous ai parlé également de biocompatibilité des systèmes nanoparticulaires. Alors si on résume un petit peu les grandes tendances, ça c'est un transparent que je vous ai montré la dernière fois, les grandes tendances de la biocompatibilité des nanoparticules, dont la plupart sont utilisées soit comme nanovecteurs, soit comme composantes de nanovecteurs. En fait, ce sont des analyses qui ont été faites sur un grand nombre de nanoparticules. Ça peut se résumer, je dirais, de façon un peu simpliste dans un diagramme à 4 dimensions, la couleur étant une dimension supplémentaire. En rouge, lorsque vous avez une cytotoxicité marquée. En bleu, finalement, lorsque vous avez une élimination assez facile des systèmes nanoparticulaires et donc avec des toxicités faibles. Alors, je vous rappelle simplement les paramètres qui étaient importants. C'est l'aspect taille, avec des fenêtres de clairance rénale 7 nanomètres, clairance biliaire quand elle peut se faire quand même avec une fenêtre qui limite à 30-40 nanomètres. L'aspect taille, c'est-à-dire des objets, dès qu'ils sont un petit peu trop gros, ils peuvent être reconnus facilement par le système réticulo-endothélial, donc les systèmes de défense type macrophage, et être éliminés facilement. Mais ça va dépendre également, pas non seulement de la taille, mais également du potentiel. Je vous ai montré que si on fait des objets très très chargés, eh bien évidemment il y a des adhésions très fortes sur la membrane, mais en conséquence, la conséquence c'est que très souvent ces objets, et en particulier des objets moléculaires du type tensioactif CETAB, sont des agents de destruction finalement des membranes. Du côté en fait, de l'affinité, en fait, du caractère plus ou moins hydrophile-hydrophobe, il est évident que lorsqu'on a des systèmes relativement hydrophobes et peu dispersés, donc d'une certaine taille, ils sont en général plus faciles d'une part à être reconnus en fait, à la fois par les systèmes immunitaires, mais surtout par les protéines en fait, qui s'y absorbent très très facilement. Mais point important, c'est que la biodégradation, il faut vraiment tenir compte en fait, de l'évolution temporelle. Ce sont des études qui commencent à se faire de plus en plus régulièrement dans les laboratoires, mais qui n'ont pas été systématiques, je dirais, dans les 15 dernières années, en particulier par la plupart des chimistes qui s'intéressaient aux vecteurs, avec un profil scientifique venant de la chimie colloïdale, mais maintenant on commence à trouver des travaux, je dirais, de très grande qualité, qui commencent à boucher finalement, à répondre à ce type de questions. Alors, je vous avais également dit que l'évolution en fait, des systèmes pour la délivrance contrôlée, on peut en gros les classer en 3 grandes phases. Je dirais la première génération, mais je ne vous raconte pas ce que je vous ai déjà dit la dernière fois. Là, on est vraiment dans la 3e génération, c'est-à-dire dans des vecteurs où les gens essayent de vraiment faire de la délivrance ciblée, la libération sur du long terme, couplée finalement des effets, vraiment arriver à mieux comprendre et à mieux gérer les aspects de toxicité pour qu'elles soient nulles ou minimales. Nulles, très clairement, dans tout ce qui est diagnostic, il faut atteindre la toxicité nulle. Dans ce qui est traitement d'une maladie grave, elle peut être minimale.
et donc essayer de créer des vecteurs de plus en plus intelligents. Et en particulier, je vous ai souligné finalement l'importance des travaux en nanobiométrologie. Je vous montrerai d'ailleurs des exemples de l'équipe. Je vous ai parlé de l'équipe de Florence Gazeau, ils sont là, et de Claire Willem. Ils sont là aujourd'hui et donc justement, ça fait déjà quelques années qu'ils ont, je dirais, attaqué le problème sous cet angle. Alors un vecteur un peu thérapeutique 2010-2040, un vecteur idéal, eh bien, il faut qu'il puisse faire tout ce qui est écrit là. Donc vous pouvez le lire, je n'en fais pas la description, c'est un transparent que je vous ai déjà montré. Alors je vous rappelle que dans les leçons 2014, 4, 5, 6, typiquement, il y avait les aspects imagerie magnétique, imagerie optique, et puis une revue un peu globale sur les vecteurs, mais sans trop rentrer dans les détails. Et cette année, en fait, il y aura donc 4 leçons qui vont être associées aux problèmes de vecteurs, aux problèmes de stress-oxydant, également en prenant un cas particulier qui est la silice, qui peut être un peu Janus, un peu biface, je dirais, en fonction de son mode d'élaboration. Et ça peut être très important parce que sous le même nom, sous la même entité chimique, on peut finalement classer un produit comme négatif ou positif. Il y a beaucoup de confusion dans ce domaine et j'essaierai d'apporter un petit peu d'éclaircissement en fonction des connaissances qu'on a de ces systèmes aujourd'hui. Alors, pourquoi doit-on camoufler? En général, le camouflage, si je reste sur des définitions simples, c'est parce que globalement, il y a une mission et un objectif, donc ça peut être de l'observation, du diagnostic ou un traitement. On essaye de ne pas être vu quand on camoufle, a priori, et pour ne pas être intercepté trop tôt, et on souhaite être le plus efficace possible sans dommages collatéraux. Alors comment peut-on faire ça? Bon, on peut forcément jouer sur la taille. Je dirais le niveau d'après, c'est de jouer sur la taille et puis de faire un petit peu de maquillage, un peu de masquage. Et puis après, le niveau suivant, ça va être plutôt de commencer à utiliser des panoplies, en fait des tenues de scène pour être de mieux en mieux camouflé. Et le dernier niveau, c'est vraiment d'essayer de créer des nouvelles peaux, en fait, pour être le plus biomimétique possible. Alors, l'art du camouflage, bon, passer inaperçu en jouant sur la taille, ça paraît quelque chose d'assez simple. Hein. Je ne vais pas vous raconter la fable, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement passer inaperçu en jouant sur la taille. La petite taille peut avoir des avantages, et finalement, les petits peuvent prendre avantage sur les grands, ça on le sait tous. Mais globalement, il y a quand même des fois, hélas, des avantages qui ne sont pas toujours très très évidents. Alors je vais vous prendre quelques exemples sur comment jouer sur la taille. Et pour cela, d'abord, je vais essayer de définir un petit peu l'échelle à laquelle on doit travailler. Alors pour cela, bon, vous avez à gauche les tailles types en fait, de cellules. En fait, c'est 1 à 100 microns. Hein. Les membranes plasmiques, on va descendre à l'échelle de quelques nanomètres. En fonction de leur complexité, elles peuvent être, je dirais, entre 4 nanomètres et 10 nanomètres. Une distance biologique bien connue, c'est le diamètre de la double hélice de l'ADN, 2 nanomètres. Alors si on veut être pertinent avec des systèmes biologiques au niveau des systèmes particuliers, on voit déjà qu'on va être obligé de se situer, je dirais, plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire dans des tailles nanométriques, mésoscopiques. Hein. C'est typiquement le domaine que l'on va viser. Alors, jouer sur la taille, ça veut dire qu'on cherche à faire un vecteur passif. Alors si je prends l'exemple, je dirais, le plus classique d'un vecteur, je dirais, relativement commun, vous avez un système nanoparticulaire. Quand ce système nanoparticulaire d'une certaine taille va rentrer dans le milieu biologique, vous allez avoir tout de suite le système de défense immunitaire qui va l'entourer en fait, de différentes protéines, en fait, d'opsonines, qui vont se mettre, je dirais, qui vont créer des ligands qui vont être facilement reconnus finalement par les cellules en fait, du système réticulo-endothélial, typiquement des macrophages. Ce sont donc des cellules spécialisées. Et donc ce qui va se passer, c'est que globalement, eh bien, ces cellules vont éliminer la plupart des systèmes et les faire diffuser vers les tissus hépatiques, foie, rate. Et en général, les biodistributions que vous trouvez
si vous ne masquez pas ou si vous prenez des objets un peu trop gros, vous voyez, au bout de quelques heures, en fait, l'essentiel se retrouve dans le foie et dans la rate. Hein. Donc l'idée, c'est de se dire, on va jouer sur la taille, et c'est l'idée la plus simple qui a été utilisée depuis maintenant des décennies. On va jouer sur la taille pour justement cacher un petit peu le système et permettre finalement au vecteur ou à la nanoparticule de circuler, par exemple, le plus longtemps possible dans le flux sanguin, de telle façon à pouvoir interagir et pénétrer finalement certaines tumeurs via ce que l'on appelle l'effet EPR. Hein. C'est simplement un effet qui est assez facile à comprendre. Dès que vous avez une tumeur, vous avez une croissance rapide. En fait, c'est un processus qui est accéléré et désordonné. Et c'est un peu comme quand vous construisez une maison à la hâte. Et bien vous la construisez très vite, mais en fait, il y a des tas de lacunes, il y a des tas de défauts. Et justement, ces systèmes de vaisseaux sanguins tortueux, également, vous avez un drainage lymphatique qui est ralenti, permet finalement un passage facile de ce système nanoparticulaire. Alors à gauche, vous avez, je dirais, un dessin, un croquis, une vue d'artiste d'une cellule saine. Vous avez des systèmes nanoparticulaires. Donc si ces nanoparticules ne sont pas récupérées trop vite, si on leur laisse suffisamment de temps dans le système sanguin, elles vont pouvoir finalement, par extravasation, rentrer finalement et venir, je dirais, interagir avec la tumeur ciblée, la tumeur cancéreuse. Alors, les fenêtres de taille optimum pour ces effets EPR, eh bien, typiquement, c'est ce que je vous ai montré dans le premier graphique, c'est, je dirais, quelques centaines de nanomètres, parce qu'au-delà, vous avez un système, je dirais, très très efficace qui remplit complètement ses fonctions. Et puis, de l'autre côté, vous êtes quand même limité par les aspects de clairance rénale. Donc, vous avez une fenêtre, vous voyez, qui se situe entre la dizaine de nanomètres et quelques centaines de nanomètres, avec clairement un optimum qui va se retrouver, vous voyez, aux alentours de 50, 100, 150 nanomètres. Alors, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'il semble qu'il y ait, quand on parlait d'internalisation, il semble qu'il y ait un optimum basé en fait sur les expériences, sur les modèles théoriques et sur les expériences essentiellement basées sur des nanoparticules d'or qui se situeraient aux alentours de 50 nanomètres. Ça a été montré, je dirais, par plusieurs auteurs. À nouveau, il faut quand même faire attention, hein, en particulier sous la rubrique prudence, je vais revenir dessus. Également, ce qui peut jouer, c'est l'anisotropie pour les aspects internalisation. Et je vous ai montré des exemples dans lesquels une faible anisotropie, donc un facteur d'anisotropie de l'ordre de 2, 3, vous voyez, peut favoriser l'internalisation dans certaines cellules. Et également, je vous ai montré un exemple qui, avec une très forte anisotropie, eh bien, malgré la taille en fait, de certains nanotubes de carbone, on peut favoriser également la clairance rénale. Hein, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais quand même, j'ai insisté sur l'aspect prudence sur toutes ces données, parce que d'une part, il y a l'importance de la fameuse couronne protéique, qui n'est pas toujours mise en évidence ou pas toujours discutée, mais de plus en plus quand vous regardez la littérature. Et puis, il y avait un point qui m'a paru très important, c'est que vraiment l'internalisation des nanoparticules sont fortement cellules dépendantes. Et donc ça, il faut faire très très attention à ce genre de facteurs. Alors, je vais parler, dans une grande partie de mon exposé, je vais vous parler de petites particules de silice mésoporeuses qui sont en fait des plateformes qui sont facilement modulables. Pourquoi ? Simplement parce que, bon, on peut les obtenir, vous voyez, avec des modes de synthèse type chimie douce, sur de la précipitation, la synthèse colloïdale, également par des voies aérosols. Aujourd'hui, on sait très facilement ajuster les tailles de ces objets de 30 à 500 nanomètres, vous voyez, donc on couvre toute la fenêtre que je viens de vous décrire précédemment. Les porosités de ces objets-là, c'est-à-dire qu'on peut mettre énormément de choses dedans, sont de l'ordre de 500 à 1000 m² par gramme. La taille des trous, a priori, on peut la contrôler assez facilement entre 2 et 10 nanomètres. La chimie de surface de ces objets, c'est la chimie de surface de la silice. Et ça, bon, c'est quand même une chimie qui a au moins 30 ans de recul. Donc les gens savent fonctionnaliser des silices, c'est plus un problème. Et puis, je vous montrerai dans la leçon 4, finalement, si on fait des silices
plutôt par chimie douce, eh bien, on a des toxicités qui sont plus faibles par rapport à des silices faites par d'autres types de procédés. Alors je vous rappelle très très rapidement comment on obtient ces silices mésoporeuses à pores parfaitement contrôlés. Donc ça c'est un transparent que je vous ai montré au moins 5 fois. Donc vous partez d'un précurseur moléculaire, un précurseur de silicium, avec des groupements qui vont être réactifs. Dans votre bain réactionnel, vous avez des tensioactifs, qui peuvent être des biotensioactifs. Hein. Typiquement, le cours de la dernière fois vous a montré qu'on pouvait faire de la très belle physico-chimie avec le CETAB, mais dès qu'on voulait aller vraiment vers des caractères plus appliqués, il fallait absolument l'exclure. Et donc, mais ça, ce sont des conditions d'ajustement, je dirais, qui sont assez faciles. Donc, lorsque vous polymérisez par des réactions de polycondensation minérale ces précurseurs, en présence de tensioactifs, vous avez des processus d'auto-assemblage, en fait des analogues de cristaux liquides qui se forment et que vous décorez en fait les parties hydrophiles, c'est-à-dire l'extérieur de ces cylindres, avec ces précurseurs moléculaires qui viennent condenser. Donc à la fin, ce que vous obtenez, c'est que vous avez encapsulé en fait ces milieux micellaires et vous avez finalement des cylindres qui ont en gros la taille des micelles que vous formez au départ, et ça c'est dépendant finalement du choix du tensioactif et d'un certain nombre de paramètres, mais aujourd'hui ce sont des choses qui sont bien connues. Ensuite, bien entendu, vous pouvez éliminer le tensioactif par lavage ou par traitement thermique, et puis si vous avez choisi une molécule de départ, vous voyez qu'il y a une fonctionnalité ancrée, et ben vous la retrouvez, dans la plupart des cas, vous la retrouvez à l'arrivée. Alors, ça c'est le processus global. Pour créer justement des objets nanoparticulaires, eh bien, les spécialistes savent qu'il y a des petites variantes, c'est-à-dire qu'on va jouer sur exactement la même chimie, mais en ajustant le pH, en jouant sur des aspects de dilution, sur la trempe des systèmes, éventuellement sur la séquence d'introduction des réactifs, de telle façon à obtenir des objets, des vecteurs discrets, en fait, nanométriques, des petites particules et pas des poudres ou des matériaux qui se présenteraient sous une autre forme. Donc ça donne en fait, vous voyez, des structures ordonnées qui sont assez faciles à caractériser par rayons X, puisque vous avez une périodicité en fait de la matière. Même si le mur est amorphe, vous obtenez une réponse par les rayons X. Et puis vous le voyez assez facilement, vous voyez très bien les trous et l'organisation de ces pores en fait, par les méthodes de microscopie électronique qui maintenant depuis très longtemps se sont démocratisées dans la plupart des laboratoires. Alors donc ça c'était un petit peu l'introduction. Si je reviens sur l'aspect joué sur la taille, là je vous montre un exemple où en fait ces silices mésoporeuses ont été préparées, vous voyez, avec différents types de tailles, différents types de calibres, et donc elles ont été injectées dans la veine de la queue d'une souris. Et ce que vous voyez ici, c'est en fait la quantité de particules de silice ou la quantité de silicium dans le sang en fonction du temps. Et donc vous voyez très clairement que les plus petites particules en noir ici restent des temps, bon, je dirais beaucoup plus longs que les plus grosses particules dans le sang. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, ça facilite finalement le temps de circulation. Par contre, si vous regardez maintenant ce qui est sécrété au niveau de l'urine, eh bien ce qui est intéressant, c'est que finalement, les plus grosses sont excrétées plus vite malgré tout. Simplement pourquoi ? Eh ben, c'est parce que c'est les premières qui sont récupérées par le système de macrophages. Donc elles sont éliminées, ce qui veut dire aussi, quelque part, parce que c'est une clairance rénale, ce qui veut dire que, in fine, le trou à la fin, pour partir, c'est 5 nanomètres, ce qui veut dire qu'il y a des processus de biodégradabilité des silices qui permettent, via les équilibres, je dirais, silice-silicate, d'atteindre des tailles relativement en bonne adéquation, finalement, avec la porosité, finalement, limite du système rénal. Alors, juste ceci pour remettre un peu les pendules à l'heure. L'effet EPR, tout le monde en parle, mais c'est loin d'être le système miracle. Ce n'est pas du tout la panacée. Ce que je vous montre ici, c'est finalement, vous voyez, un principe actif, donc une drogue mettant anti-cancer, ce qui atteint la tumeur, vous voyez, et ce qui est hors tumeur. Ça, c'est un système d'injection, je dirais, classique. Vous voyez, il y a pratiquement 98% qui sont hors de la tumeur. Et ça, ce sont des remis en fait à l'échelle
ce qui a été dans la tumeur. Donc vous voyez, pratiquement très peu a été dans la tumeur. Lorsqu'on optimise un peu l'effet OPR en jouant simplement sur de la nanovectorisation, je dirais, qui n'est pas, je dirais, du premier ordre, eh bien, vous voyez, évidemment, on a un gain quand on compare les deux, on passe de 100 à 500%, mais ce qui est important de voir, c'est que ces systèmes-là, qui se basent sur de l'effet EPR, eh bien, l'essentiel du médicament est quand même largement arrosé un petit peu partout, je dirais. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, si on pousse l'art du camouflage à l'échelle, je dirais, d'un cran, tout simplement, eh bien, bon, bah, typiquement, on va jouer à la fois sur la taille et puis on va essayer de mieux masquer les systèmes, donc d'essayer de faire des objets petits et masqués, modifiés en surface. Alors, le système le plus utilisé, le plus courant, je vous ai montré la dernière fois que l'absorption des systèmes protéiques se fait d'autant mieux que vous avez une nanoparticule qui a un certain caractère hydrophobe. Je vous ai montré ça sur les nanotubes de carbone, par exemple. Donc l'idée, c'est de positionner en fait, sur la surface de l'objet des polymères avec un fort caractère hydrophile, qui vont être par exemple des polymères de type sucre, ou bien le plus souvent c'est un polymère qui est un polyéthylène glycol, vous voyez, avec des fonctions qui sont relativement hydrophiles. Et à ce moment-là, vous allez, je dirais, pas faire chuter totalement, vous allez simplement diminuer l'interaction et peut-être les cinétiques de l'interaction et permettre finalement à ce système nanoparticulaire, vous voyez, de vivre un petit peu plus de temps dans le système sanguin et éventuellement d'être mieux intégré à l'intérieur finalement de la tumeur qui est ciblée. Alors, la même étude, en fait, cette fois-ci, sur ces petites particules qui ont été pégylées, donc sur lesquelles on a greffé, vous voyez, chimie de surface du silicium très facile, ce genre de groupement avec toute cette chaîne qui présente un caractère hydrophile. Alors ici, c'est le temps de résistance moyen de la particule non pégylée et pégylée. Alors vous voyez, globalement, c'est vrai qu'il y a un effet qui dépend de la taille, mais globalement, toutes les particules pégylées ont un temps de vie un peu plus long, mais ça reste quand même, de mon point de vue, pas vraiment extraordinaire. Alors ce que vous voyez ici, c'est la quantité de nanoparticules qui sont retenues par le foie, et à nouveau, eh bien, vous voyez très clairement que les particules pégylées, en fait, par rapport aux particules non pégylées, sont bien moins retenues par le foie, donc la capture finalement par les systèmes de défense type macrophage est moins efficace. Mais, vous voyez, ça remet un petit peu les choses en place, c'est qu'il y a des différences, mais elles restent encore relativement infimes. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, ce que l'on peut faire, c'est d'une part très bien contrôler la taille des objets et jouer un petit peu mieux en fait, sur la fonctionnalisation de surface et surtout sur les processus d'agrégation. Parce que si vous regardez un peu la littérature, je dirais 2008 en gros, c'est de la chimie colloïdale, les aspects agrégation, à partir du moment où le système était dispersé et stable dans je dirais, de l'eau ou au mieux dans un tampon phosphate, ça suffisait. Mais en fait, on sait très bien que le système peut fortement évoluer dès qu'il est mis dans le véritable milieu biologique. Alors là, il y a des astuces au niveau de la synthèse. Si ça vous intéresse, il faut aller regarder tous les travaux qu'a fait Christy Haynes et collaborateurs. Eh bien, en fait, c'est exactement la même synthèse. Mais en fait, il y a des petites astuces, c'est-à-dire qu'on fait un traitement hydrothermal ici pour consolider le réseau de silice. Et en général, il y a une double fonctionnalisation. Et l'élimination du tensioactique se fait par dialyse. Et dans tous les travaux, dans tout ce que j'ai vu dans la littérature, c'est cet ensemble de paramètres, je dirais, de protocoles qui permettent d'obtenir des systèmes qui présentent des stabilités colloïdales relativement bonnes dans les différents milieux. Là, vous avez un exemple de poudre qui a été préparée. Ensuite, on la redisperse, vous voyez, par ultrasons. Et ce que vous voyez, c'est que le système diffuse légèrement. Donc, ça veut dire que globalement, vous avez une dispersion colloïdale. Mais ça, à l'œil ne vous dit pas l'état de dispersion. Et pour ça, pour aller un peu plus loin dans la compréhension, ce qu'il faut regarder, c'est simplement faire de
la diffusion de lumière, puisque quand vous mettez un faisceau laser dans un système colloïdal, il y a une relation assez simple entre l'intensité diffusée et puis la taille globale de l'objet qui tourne, je dirais, dans le milieu. Alors justement, ce que vous voyez là, ce sont des données de diffusion de lumière, vous voyez, donc ce sont des nanoparticules qui n'ont pas été hybridées. Et lorsque l'on regarde l'évolution en fait, du diamètre hydrodynamique, c'est-à-dire que, en gros, quand ça grossit, ça veut dire que ça s'agrège. Ou si ça grossit un peu, ça veut dire que ça s'entoure de quelque chose d'autre, d'une couronne un petit peu plus large. Vous voyez, c'est que en rouge, en fait, ce sont des manips qui ont été faites à 37 degrés et à 20 degrés, et dans différents milieux. Dans l'eau, globalement, le système colloïdal, il est stable, 20 degrés, eau à 37 degrés. Par contre, dès que vous commencez à travailler, soit vous rapprochez d'un milieu plus intéressant, je dirais, soit dans du tampon PBS, soit dans un milieu de culture, eh bien, vous voyez que vous avez une augmentation en fonction du temps, en fait, de votre rayon hydrodynamique, de diamètre hydrodynamique, ce qui veut dire que finalement, soit le système, dans certains cas, s'entoure et s'agrège finalement de nanoparticules. Par contre, si vous hybridez en fait les systèmes nanoparticulaires, eh bien, vous voyez, ce sont exactement les mêmes conditions et ce sont des temps d'incubation sur 10 jours. Et là, globalement, eh bien, vous avez en fait un diamètre hydrodynamique qui reste en fait, vous voyez, relativement stable, quel que soit le milieu et quelle que soit la température. Alors, si on utilise finalement ces matériaux hybrides et qu'on les compare aux particules minérales, on peut par exemple regarder la viabilité cellulaire, c'est-à-dire la cytotoxicité, via un test, je dirais, assez classique MTT. En fait, c'est un test de coloration. En fait, ce qu'on utilise, en fait, c'est je dirais, on teste finalement si les enzymes situées dans la mitochondrie, certaines enzymes réductrices, sont en bonne santé. Alors globalement, quand elles sont en santé, vous avez des systèmes qui sont totalement viables, comme dans les phases hybrides. Par contre, la phase minérale toute seule, les particules de même taille, vous voyez, vous avez une toxicité qui est assez notable. Et en particulier, dès que vous allez atteindre, vous voyez, des concentrations un peu plus élevées. Et je vous ai juste marqué en rouge les zones de travail qui peuvent commencer à être intéressantes en microgrammes par millilitre, lorsque vous avez des taux de charge de particules entre 25 et 50% en poids. Vous voyez, on va plutôt travailler dans cette zone-là, et dans cette zone-là, il est clair que vous avez un système qui répond, je dirais, sans cytotoxicité, et puis un autre qui répond avec une certaine cytotoxicité. Alors à droite, ici, vous avez en fait un autre test. En fait, finalement, c'est la vitesse d'hémolyse de globules rouges. Et à nouveau, vous avez une très grosse différence. En fonction du temps, en fait, les hybrides restent... Il n'y a pratiquement pas d'hémolyse, alors que les particules minérales, elles, sont largement hémolysées, même à des temps relativement courts. Jouer sur la taille du minéral ou l'hybridation, ça permet également de jouer sur un autre paramètre, ce qui est par exemple la solubilité. Parce qu'à un moment, il va falloir l'éliminer, le vecteur. Donc il va falloir le rendre soluble. Et donc là, c'est juste un exemple qui vous montre qu'un système minéral à base de silice, non protégé, ça se dissout très très vite, vous voyez. Alors qu'à partir du moment où vous l'hybridez, et ces manips sont faites sur des particules, ça correspond très bien à ce qu'on a observé par exemple avec Cédric Boissière et la thèse de Thomas Fontcave. Donc il y a un très net effet de la stabilisation en fonction finalement de l'hybridation de la surface. Et donc ça peut être un paramètre intéressant à isoler, à travailler, je dirais, surtout si on veut éviter par exemple des effets de délivrance brutale. On va le jouer à la fois sur le relargage à travers la porosité et sur la dissolution du vecteur. Et in fine, on veut que le vecteur puisse être éliminé. Donc ça, ce sont également des données de viabilité sur des cellules cancéreuses, traitées avec des nanoparticules hybrides, cette fois-ci chargées avec le médicament, avec un anticancéreux assez classique, la doxorubicine, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Et vous voyez en fait l'efficacité de ces systèmes. Viabilité dans le diagramme, viabilité cellulaire, concentration en doxorubicine. Donc pour des concentrations, je dirais, raisonnables, eh bien, en 48 heures, vous avez éteint à peu près 90% des cellules. Alors, on peut
et on doit aller plus loin. Et pourquoi? Parce que si vous couplez en fait les aspects pégylation, c'est-à-dire créer une couverture hydrophile, et que vous refonctionnalisez la surface avec par exemple des polymères cationiques, ça va présenter un certain nombre d'avantages parce que le polymère cationique, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, va permettre finalement une adsorption et éventuellement une internalisation plus facile. D'accord? Donc la particule reste hydrophile, on essaye de positionner des fonctions amines disponibles pour un greffage potentiel de sonde colorée, mais ce qui est important, c'est qu'on a une charge qui devient positive et qui peut être éventuellement contrôlable en fonction des types de polymères que vous allez choisir, de leur longueur. Alors, il y a des contreparties, je dirais, à ça. Hein. C'est qu'il va falloir bien régler les densités de charge, parce que si vous vous trouvez dans des cas de figure où vous avez énormément de densité de charge positive, on va se retrouver dans le cas du cours de la dernière fois, c'est-à-dire que ce sont des agents de destruction finalement de la membrane plasmique. Il faut également que quelque part il y ait une certaine accessibilité à la charge. Hein. Et donc si on fait un peu trop bien, en fait, finalement on endommage, c'est ce que je viens de vous dire, on endommage assez facilement les bicouches phospholipidiques. Alors, comment peut-on faire? Eh bien, vous voyez, à nouveau, je prends le même exemple sur ces particules de silice, avec des particules bien calibrées, je dirais aux alentours de 100 nanomètres, voire 50 nanomètres. Et dans cet exemple-là, que je vais appeler NP2, eh bien, on a simplement modifié la surface avec un polymère hydrophile. Et dans l'exemple que j'ai appelé NP3, eh bien, on va faire une double modification, à la fois avec un polymère hydrophile et avec un polymère qui va porter des fonctions amines. Et on va regarder les tests que donnent en fait, ces systèmes particulaires quand elles sont injectées en fait, dans une souris qui a été xénogreffée en fait, avec une tumeur. Le médicament qui a été choisi, c'est à nouveau la doxorubicine, et le mode d'injection, c'est un mode d'injection par voie sanguine. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe une différence assez remarquable au niveau du ciblage. Ce que vous voyez là, c'est la luminescence finalement des objets nanoparticulaires. À gauche, c'est le système de nanoparticules qui est chargé, mais vous voyez qu'on ne voit absolument pas la tumeur. Ce système NP2, eh bien, c'est le système dans lequel eh bien, on a modifié, on a rendu simplement hydrophile la surface. Et le système NP3, c'est le système dans lequel on a à la fois joué sur la couronne hydrophile et également sur le positionnement de groupements amines chargés. Alors ça se voit directement sur la réponse en fait en fluorescence au niveau de la tumeur, mais ça se voit également, vous voyez, si sur un ensemble de souris, vous faites en fait de l'ablation d'organes et ensuite vous allez regarder spécifiquement où sont localisés en fait la sonde et le médicament. Donc vous voyez, ça c'est typiquement au niveau du foie, l'essentiel pour les particules non protégées par le polymère hydrophile, vous retrouvez l'essentiel au niveau du foie et de la rate. Lorsque vous mettez un petit peu de polyéthylène glycol, donc le premier camouflage, vous en commencez à voir que la tumeur commence à être légèrement colorée. Et là, ça devient fortement coloré lorsque vous utilisez le système qui va être bifonctionnalisé. Alors, si vous regardez maintenant les distributions des nanoparticules sur les différents organes, les particules, je dirais, simples, non fonctionnalisées, eh bien, voilà ce qui arrive sur la tumeur, de l'ordre du %, et voilà ce qui arrive sur le foie. Bon, après, ce sont les autres organes. La particule fonctionnalisée avec un masquage simplement hydrophile, eh bien, vous avez 3% qui arrivent sur la tumeur et l'essentiel sur le foie. Et la particule qui est doublement fonctionnalisée, eh bien, vous avez quelque chose qui n'est pas optimum. Hein, vous récupérez quand même un nombre non négligeable de particules au niveau du foie, mais vous commencez clairement à avoir des taux de ciblage qui commencent à être intéressants. Bon, ce que je voulais simplement également soulever au passage, c'est qu'il est évident que ça, ce sont des stratégies lorsque l'on cible des tumeurs qui ne correspondent pas au foie ou à ce type d'organe. Hein, on a intérêt à utiliser des stratégies inverses si finalement on cible une tumeur au niveau du foie et de la rate, par exemple. Hein.
Alors, bon, ça, je vais peut-être passer assez vite parce que ça vous rapproche. C'est simplement la taille de la tumeur. Ça, c'est une vérification qui montre qu'il y a vraiment un effet très net. À droite, là, de ce que vous voyez, c'est un test qui a été fait sur un certain nombre de souris. Vous voyez ce que vous voyez, c'est la taille de la tumeur une fois qu'elle a été enlevée. Soit ça, c'est simplement un sol salin. Ça, ce sont les systèmes. Vous voyez, vous avez ça, c'est le système de nanoparticules modifiées, mais tout seul. La dox libre, la doxorubicine libre, et ici, vous avez en fait, la diminution de la taille des tumeurs lorsque vous utilisez le vecteur fonctionnalisé. Au niveau du poids de la tumeur, ben, ça peut se mesurer assez facilement. Vous voyez ici, ce sont les références. La doxorubicine libre, en fonction du temps, ben, vous avez quand même une augmentation non négligeable de la tumeur, alors que cette augmentation est très fortement atténuée lorsque vous encapsulez finalement le médicament dans ce type de nanoparticules. Alors également, ça présente un deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de perte de poids oscillante en fait, chez l'animal associée aux prises de poids, aux prises de doxorubicine. C'est ce que vous voyez là, finalement. Ça, c'est une prise de doxorubicine, ça, c'est les numéros des prises, et ça, c'est le poids de la souris, vous voyez. Vous avez ces oscillations-là. Alors à partir du moment où vous encapsulez le système et que vous avez ce système de délivrance, je dirais, un petit peu plus évolué, eh bien vous avez en fait une courbe qui n'est pas linéaire, mais qui est beaucoup plus amortie au niveau des oscillations. Alors on peut aller, je dirais, un petit peu plus loin, et là je voudrais vous montrer les subtilités sur lesquelles on peut jouer. Parce qu'on peut, là je vous ai montré un système où on avait le système hydrophile, et globalement on crée du cationique, polyéthylène glycol, à une certaine taille. Mais ce que je voudrais vous montrer dans cet exemple, c'est que finalement, si on règle très finement la couverture de surface, eh bien on peut orienter les comportements en fait, des vecteurs en fonction de ce que l'on veut faire et en fonction du type de cellules et de comment on veut les utiliser. Alors, cet exemple concerne à nouveau des silices mésoporeuses, symbolisées par ceci. Sauf qu'on va les fonctionnaliser deux fois, mais de deux façons différentes. Une première fonctionnalisation, on va utiliser un polyéthylène glycol d'une certaine taille, pas trop longue, et puis un polymère, à nouveau une polyéthylénémine, donc un polymère porteur de groupement azoté qui va pouvoir se charger, mais dont la taille va permettre finalement une certaine accessibilité à cette zone chargée. Un deuxième type de particules, où on va utiliser le même polymère hydrophile à base de polyéthylène glycol, même taille, mais on va plutôt mettre, vous voyez, un silane qui va être cationique, mais simplement c'est un système qui est moléculaire et qui va être beaucoup plus court. Ce qui veut dire que globalement on peut avoir des charges équivalentes, mais l'accessibilité finalement à la deuxième fonctionnalisation va être nettement marquée dans ce cas-là et elle va être beaucoup plus écrantée et masquée dans le deuxième cas. Alors toutes ces silices ont été calibrées au niveau de la synthèse, elles font 60 nanomètres. Vous voyez, on est à peu près dans les tailles que je vous ai décrites dans le dernier cours. Et juste après synthèse, leur potentiel zeta, c'est-à-dire en fait ce qui traduit leur charge de surface, est positif, puisque globalement, vous avez déposé sur une silice qui était initialement négative, mais vous avez déposé suffisamment de groupes cationiques. Hein, et le polyéthylène glycol, lui, était neutre. Alors voilà ce qui se passe. Au niveau de la diffusion de lumière, à gauche, vous avez le système de nanoparticules protégé avec le polyéthylène glycol et le polymère, la polyéthylénémine, qui dépasse un petit peu, donc qui est visible au niveau de la charge, qui n'est pas écranté. Et là, vous avez le système qui est masqué. Hein. Donc vous avez au départ, très clairement dans l'eau distillée, des systèmes qui ont été, je dirais, élaborés de façon à obtenir de très belles stabilités en fonction du temps. Hein. Ça ne branche pas, en gros, ça reste à 60 nanomètres. Ce système-là, lorsque vous le mettez dans le milieu de culture en présence de protéines, eh bien, globalement, vous restez sur le... Il n'y a pas d'absorption spécifique. Par contre, ce système-là, vous voyez, vous avez un petit décalage. Ce qui montre ce petit décalage, ce n'est pas de l'agrégation entre objets, c'est simplement la couverture de la protéine qui s'est faite. Et ça, cette petite nuance dans la fonctionnalisation de surface au départ, je vais vous montrer finalement, ça va orienter les propriétés du même vecteur, globalement, de façon assez différente. Hein.
Donc en fait, bon, après on contrôle les variations en fait, du potentiel zeta, l'absorption finalement de protéines, vous voyez, ça se contrôle également parce que vous passez d'une charge de surface qui est positive puisque vous avez les ammoniums, et quand vous avez justement les protéines qui se déposent avec en fait un certain nombre de charges négatives, et bien globalement vous avez un objet qui se charge négativement. Hein. Donc ça c'est ce qui se passe dans le cas de gauche. Alors comment ça se traduit au niveau des propriétés? Eh bien, au niveau des propriétés, ça se traduit par en fait des interactions avec les particules qui vont être totalement différentes. Là, vous avez un cliché de microscopie. Ça, c'est des tests qui ont été faits in vitro. Vous avez un cliché de microscopie électronique. Ici, les noyaux sont teintés en bleu. Et dans les deux cas, finalement, la nanoparticule a été teintée, je dirais, en rouge. Alors ici, c'est le système où vous avez les polyéthylènes imines qui étaient non masqués et sur lesquels finalement l'absorption protéique s'est faite correctement. Et vous voyez qu'il y a une interaction, une interaction très très bonne avec les cellules. Le même système où vous masquez très légèrement la fonction amine, et sur lequel justement vous n'avez pas l'absorption non spécifique de protéines, eh bien globalement il n'y a pas d'interaction. Hein, donc ça se fait, bon, il y a un certain nombre d'autres tests qui viennent confirmer ce genre de choses, et en particulier si vous regardez du côté des tests in vivo, et ça ce sont des tests qui sont faits en fait sur les embryons de poulet, en fait, parce que en fait, ces embryons de poulet, en fait, quand vous regardez les propriétés de la membrane chlorioallantoïdienne en français plutôt, eh bien c'est très très intéressant parce que c'est un système où vous pouvez travailler in vivo mais qui est suffisamment complexe. C'est-à-dire que vous avez déjà un système de macrophages assez complet, vous avez des globules rouges, des globules blancs, vous avez la membrane, vous avez des flux également, les flux réels, et donc ce sont des systèmes pour faire des tests in vivo qui se prêtent bien finalement, qui sont de bons modèles parce qu'ils sont déjà relativement complexes. Alors qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien dans ce cas-là, ce que l'on observe, vous voyez, c'est que là on a teinté la membrane en vert, hein, les particules avec le polyéthylénimine, donc justement dans lesquelles il y a de l'absorption spécifique, eh bien elles sont en orange, et les particules, je dirais, où on a masqué finalement les fonctions ammonium, elles sont en fluo. Et ce que vous voyez globalement, vous le voyez bien sur cette image, c'est que celles qui adhèrent qui adhèrent aux cellules et qui adhèrent aux membranes, ce sont les premières particules, donc celles qui ont été, je dirais, faites avec le polyéthylénimine, et celles sur lesquelles vous avez une absorption non spécifique très nette du système nanoparticulaire. Ça, c'est simplement une autre image qui vous montre, je dirais, encore mieux ce que je viens de vous dire. Là, les cellules endothéliales sont colorées en vert foncé. Les petits points luminescents, verts, ce sont justement les nanoparticules modifiées avec le polyéthylénimine et plus l'absorption. Et en fait, quelques points rouges, vous voyez, l'essentiel est dans le flux. Quelques points en rouge, ce sont les particules dans lesquelles finalement le groupement ammonium à charge à peu près équivalente reste masqué, donc elle reste dans le flux sanguin pendant des temps relativement longs, de l'ordre de 6 heures. Alors, est-ce que ce sont vraiment ces fonctions plus ou moins visibles qui font la différence ? Il y a une façon pour un chimiste de faire un peu la preuve, c'est-à-dire que les fonctions accessibles du polyéthylénimine, si, par exemple, on prend des polyéthylènes plus grands, glucose, c'est-à-dire on va les masquer de la même façon que la première molécule, on retrouve sur le même cas de figure, hein, ou si simplement, eh bien, j'acétyle finalement les fonctions amines du polyéthylénimine, je me retrouve dans la même configuration qu'avec ce type de groupement. Donc c'est vraiment ce positionnement des charges et pas simplement des aspects de denticité de charge qui jouent en fait sur les différents phénomènes d'absorption. Et donc ces études montrent également que, indépendamment de la modification de surface, eh bien c'est surtout finalement la modification de surface qui l'emporte sur les effets de taille, parce que ces études elles ont été faites en utilisant des systèmes nanoparticulaires, je dirais de différentes tailles jusqu'à 150 nanomètres. Donc si je résume cette partie-là,
Donc en ajustant de façon très très fine la fonctionnalité de ma surface, basée en fait sur des données à la fois in vitro et in vivo, eh bien, je vais pouvoir faire travailler en fait mon système de vecteurs ou système nanoparticulaire de façon différente. Si j'utilise en fait les particules à gauche, c'est-à-dire celles où j'ai masqué en fait la fonction ammonium, je vais obtenir un minimum de liens spécifiques, une circulation prolongée, et ils vont être peu sensibles à l'opsonisation, puisque je vais éviter cela. Hein. Et donc, ce sont des systèmes qui vont présenter qui vont être intéressants pour maximiser en fait des effets EPR, par exemple. Par contre, si j'ajuste ma fonctionnalité de surface, deuxième exemple, en formant justement des polymères chargés mais qui dépassent très légèrement du tapis hydrophile de la particule, eh bien à ce moment-là, ce que vous avez vu, c'est que je forme rapidement une couronne de protéines, et ce qui permet finalement une absorption relativement facile avec les cellules endothéliales, les globules blancs, hein, et elles sont en particulier arrêtées par la membrane chlorio-allantoïque. Hein. Et donc ces systèmes-là, finalement, sont des systèmes intéressants pour le marquage des globules blancs et des vaisseaux. Donc vous voyez, le même objet, la même particule, si je suis capable d'ajuster très légèrement ma chimie de surface, eh bien, je peux guider finalement le système dans un sens ou dans un autre. L'art du camouflage, si on va un petit peu plus loin, eh bien, on va essayer de faire du camouflage du troisième ordre que je vais appeler bio-inspiré. Alors bon, voilà, vous voyez, je ne suis pas du tout pour les images belliqueuses, mais j'ai trouvé que ces images-là avaient quand même malgré tout un petit rapport avec la nature. Donc c'est pour ça que je me permets de vous les présenter. Alors donc, typiquement, lorsqu'on veut améliorer finalement tout ce qui concerne la furtivité et le ciblage, la furtivité, je vous ai montré qu'on pourrait vraiment jouer avec en jouant sur la fonctionnalité de la surface, avec des polymères hydrophiles, éventuellement commencer à amener des charges à condition de bien les ajuster, de ne pas les mettre un peu n'importe comment sur la surface, arriver à ajuster l'accessibilité à ces charges ou non en fonction de ce que l'on ciblait. Une autre façon, je dirais, qui est maintenant très très fortement utilisée, c'est finalement de positionner en fait sur la particule de départ, vous voyez, des ligandes qui vont former des liaisons ligand-récepteurs et qui vont être en bon accord énergétique et d'affinité. Avec, par exemple, des récepteurs qui sont surexprimés sur des cellules cibles ou des cellules cancéreuses. En général, les cellules cancéreuses, pas toutes, mais surexpriment finalement certaines molécules organiques. Donc si vous avez le système en face qui aime en fait, ces systèmes-là, eh bien, c'est une façon de cibler. Hein. Et donc, a priori, le travail va se faire de façon un peu plus efficace. Ceci dit, ce genre de démarche a des limites. Et je vais vous en parler tout de suite. Hein. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on regarde, je dirais, on fait ce petit dessin qui est superbe, on voit finalement que le système va venir s'accrocher avec le bon vecteur en face. Ça, c'est vraiment, je dirais, un dessin schématique pour les étudiants. Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que tout ce système-là, il y a une très forte dynamique. Et la dynamique, elle est due à, je dirais des choses assez évidentes, c'est-à-dire à cette bicouche phospholipidique qui est déjà très complexe parce qu'il y a pas mal d'inclusions. Et tout ça, ça bouge. Et le système de récepteurs, je vous ai montré la dernière fois, lorsqu'elle va essayer de se mettre en interaction avec une surface d'une nanoparticule contenant des ligands ou non, eh bien, il y a des mobilités qui sont nécessaires. Hein. Alors, comment peut-on justement aller plus loin et commencer à inclure justement ce paramètre mobilité, ce paramètre de dynamique de la surface, alors que dans les systèmes que je vous ai montrés précédemment, on se contentait de greffer en fait les fonctionnalités. Hein. Alors là, il y a différents travaux. Et bon, je vais vous montrer. Il y a essentiellement deux groupes qui ont travaillé pour l'instant sur ces aspects-là. Il y a le groupe de Brinker et il y a le groupe de Thomas Bein à Munich. Donc l'idée, c'est de dire, OK, j'ai un système de mésoporeux de silice que je sais très bien faire, dont je peux faire varier les fonctionnalités, mais ma couche de surface, au lieu de simplement ancrer des groupements
organosilane et faire un petit peu suivre les démarches que je vous ai présentées précédemment, eh bien on va fusionner une couche de phospholipides. Donc on va faire ressembler en fait l'extérieur du vecteur de la nanoparticule, vous voyez, à une membrane plasmique. Et là, on va essayer d'optimiser la fusion de la couche, c'est-à-dire qu'il va falloir à la fois ajuster la fluidité dans le plan des molécules, mais également une bonne adhésion. Et ce que montrent ces systèmes, dont la surface, vous voyez, la surface de ces objets-là, eh bien, il y a des trous et il y a du plein. Dans les trous, vous avez de l'eau, dans le plein, vous avez des groupements SiOH. Et donc, vous avez un espèce de système à patch, et au niveau de l'adhésion, ce que ça montre, c'est que globalement, ça a l'air de faciliter à la fois le collage des couches liposomiques sur la surface de la silice, mais sans perturber les aspects fluidité dans le plan. Et ces aspects fluidité, ils peuvent être contrôlés en jouant sur les différents types de liposomes que l'on va utiliser. Alors bon, on utilise des phospholipides, vous voyez, la couche phospholipidique, c'est 65% de phospholipides. D'un mélange de phospholipides, il y a du cholestérol. Le cholestérol, c'est un agent qui permet justement de jouer sur les aspects rhéologiques de la couche, et également c'est un système qui permet d'ajuster des courbures, ça c'est souvent leur rôle. Il y a du polyéthylène glycol qui est mis sous forme, vous voyez, phospholipidique, ici ce que vous voyez là. La finalité ici, c'est la fameuse partie hydrophile. Et puis, on va jouer sur des mélanges de phospholipides avec des températures de transition qui vont être variables. Et ça va permettre, je dirais, dans le meilleur des cas, je reviendrai là-dessus, ça va permettre d'ajuster finalement la mobilité de la couche phospholipidique. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'avec un vecteur comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, eh bien, vous avez une particule creuse avec de l'accessibilité. Vous avez cette couche phospholipidique autour qui va présenter une dynamique qui va être ajustable en fonction finalement du choix des molécules. Donc vous avez à la fois des agents de réticulation. Ceux qui seront intéressés par les détails chimiques, allez lire les articles de Brinker et de collègues. Donc c'est ce que vous pouvez faire également avec ces systèmes. Vous voyez, c'est que vous pouvez inclure dans la couche phospholipidique des peptides pour le ciblage, des peptides fusogènes, et puis à l'intérieur, beaucoup de surface, on peut y mettre à peu près n'importe quoi. Typiquement du siRNA, différents types de nanoparticules éventuellement pour de l'imagerie, mais également un mélange de principes actifs dans le même objet, dans le même système nanoparticulaire, avec des propriétés, je dirais, anticancéreuses qui peuvent être complémentaires. Et tout ça, ça peut être dans le même objet. Alors pourquoi c'est important cette couche phospholipidique et pourquoi cette dynamique est importante? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous avez un objet comme celui-là, voyez, et que vous faites une fonctionnalisation habituelle, c'est-à-dire que le bon chimiste va se dire « je vais greffer tous mes ligands et je vais m'en mettre un paquet ». Le système immunitaire en face, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, globalement, vous allez être pas si ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à un virus, typiquement. Et le système immunitaire, depuis longtemps, sait se défendre des virus. Donc, à trop bien faire, finalement, vous allez avoir une réponse, alors que vous croyez très bien cibler, malgré tout, vous ne ciblerez pas si bien que cela, parce que vous avez en fait tout cet éventail de ligands qui sont statiques et qui se présentent en face en fait, des récepteurs du système immunitaire qui va dire « ça, je connais, ce coup-là, on me l'a déjà fait ». Par contre, si vous utilisez de la mobilité phospholipidique, vous allez avoir des quantités de ligands plus petites qui vont être dispersées. Mais à l'approche en fait, de la membrane plasmique, eh bien, vous allez avoir une dynamique, c'est-à-dire que les ligands vont pouvoir dire, aussi bien les récepteurs que les ligands vont pouvoir bouger et se retrouver face à face. Et donc là, vous optimisez très très nettement le masquage et les facteurs d'internalisation. Alors après, ça peut vous rentrer, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, donc vous formez des endosomes, éventuellement, vous passez au stade lysosome. Quand vous avez des systèmes qui peuvent se charger à l'intérieur de la particule, vous avez des effets de pompe à protons et les systèmes,
de médicaments sont libérés puisque vous explosez finalement votre vésicule. Alors qu'est-ce que ça donne en résumé au niveau des propriétés? Je vous montre juste une partie des données. Ce que vous avez ici, là, ce sont des traitements en fait avec ces vecteurs-là, soit sur des cellules saines, c'est ce que vous voyez en gris ici, des hépatocytes, et soit sur des cellules cancéreuses. C'est la même cellule cancéreuse, sauf qu'à gauche, je dirais en noir, on a des doses létales qui sont le LC90, en prenant comme référence la doxorubicine libre. Et à droite, vous avez des doses létales qui sont de LC50, c'est-à-dire globalement, pour ces doses-là, 50% des cellules cancéreuses sont mortes avec de la doxorubicine, et dans le cas ici, avec ces doses-là, c'est 90%. Alors, regardez bien attentivement ce diagramme. Doxorubicine libre. Bon, bah là, je suis à LC50 en gros, et là, je suis en gros à 10%. Hein, c'est les deux références. Par contre, l'effet sur les hépatocytes, c'est-à-dire sur les cellules saines, est drastique. D'accord ? Maintenant, on va regarder en fait ce vecteur qu'on appelle protocell chargé avec simplement de la doxorubicine. Eh bien, vous avez déjà deux effets à la fois au LC90 et surtout au LC50, donc avec des doses beaucoup plus petites, sur les cellules cancéreuses, et vous avez un effet qui est minimum, vous voyez, sur les hépatocytes, donc beaucoup moins toxique. Et quand vous utilisez le même vecteur avec le cocktail, alors à ce moment-là, eh bien, au niveau des hépatocytes, vous voyez, vous avez très peu de différence, et vous écrasez complètement, les cellules cancéreuses, hein, de façon très très efficace. Alors c'est très joli tout ça, mais comment ça se compare par rapport aux meilleurs liposomes, aux nanovecteurs les meilleurs? C'est ce que vous avez à droite là. Hein. Vous avez ici les réponses des liposomes, mais en partie, n'en regardez qu'une, celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle le gold standard des liposomes, hein, avec justement le cocktail. Et bien, vous voyez, quand vous comparez ces données à celle-ci, une efficacité qui est bien moindre, que ce soit à des doses létales de 50 ou de 90, et par contre, les cellules saines, elles sont très facilement détruites. Donc il y a vraiment un gain qui est très très marqué en utilisant ce genre d'approche. Hein. Donc ça surpasse largement ce que l'on connaît au système des liposomes, mais si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien on voit que même au niveau du relargage, vous voyez, au niveau du relargage, à pH 7, comment le système peut contenir finalement la doxorubicine, eh bien vous perdez en 72 heures 90% de la charge avec des liposomes habituels. Avec ces systèmes de protocell, vous en perdez, mais 5% en 300 heures. D'accord ? Petite différence qui peut être intéressante. À pH 5, c'est-à-dire typiquement des pH qui peuvent être atteints dans des vésicules type lysosome, eh bien, vous avez un relargage de 99% du médicament en 4 heures avec le liposome, alors que là, il vous faut au moins 12 heures pour avoir un relargage de la même quantité. Il faudrait que ça avance. Hein. Donc affinité très marquée, donc là je vais assez vite. Bon, pour ceux qui veulent regarder tous les détails, allez lire l'article correspondant. Là, donc le nombre de particules nécessaires pour tuer 90% des cellules cancéreuses, dans ce cas-là, en utilisant ces vecteurs, est 1000 fois plus petit qu'avec les systèmes à base de liposomes. Donc vous voyez, ce sont des systèmes bio-inspirés qui commencent à être intéressants, et en particulier, c'est d'avoir introduit finalement cette dynamique qui fait une grande différence. Ceci dit, il y a quand même des inconvénients. Quand on lit la littérature, et les gens qui sont dans la salle, qui travaillent là-dessus, ne me diront pas le contraire, c'est que, il faut bien maîtriser cette couche phospholipidique. Les protocoles sont à revoir. C'est pas aussi simple à faire que de se prendre simplement une recette et de la reproduire. Donc il y a énormément de travail qui est fait, en particulier en ce moment dans le laboratoire. Il y a Cédric et une jeune thésarde qui travaillent là-dessus pour essayer justement de mieux comprendre finalement la physico-chimie et la biophysico-chimie de ces systèmes. Alors, j'ai pratiquement terminé mon exposé. Je voudrais simplement finir par quelques exemples en poussant finalement l'art du camouflage à un niveau un peu plus élevé, donc biomimétique. Hein. Donc vous voyez ce que ça représente. Hein. Ça, c'est typiquement un poulpe. L'œil était dans le sable et regardait ma main.
Et donc, vous voyez, donc, si on veut aller plus loin en fait, dans l'art du camouflage, eh ben, il faut aller vraiment vers du biomimétique. Et là, je vais vous montrer finalement un exemple, deux exemples qui se basent finalement sur un petit peu ce que je vous ai montré la dernière fois. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les systèmes d'internalisation et d'externalisation de systèmes nanoparticulaires, qui sont, je vous l'ai dit, particules dépendants, etc. Bon, je ne reviens pas sur tous les mécanismes de phagocytose ou de pinocytose. Ce que vous avez, c'est que vous allez encapsuler des systèmes nanoparticulaires avec certaines cellules, vous voyez. Elles vont être encapsulées en fait, dans des vésicules qui vont fusionner, bon, qui vont évoluer. Et dans certains cas, avec certaines cellules, vous allez avoir une exocytose, c'est-à-dire une libération de votre système nanoparticulaire avec ce genre de véhicule. D'accord ? Donc ça veut dire que là, globalement, vous allez former un véhicule de sécrétion, si vous êtes capable de faire ça, qui va être véritablement un biohybride. Hein, c'est-à-dire que vous avez votre vecteur ici, dans un certain état, je dirais, ça c'est à discuter, qui va être modifié finalement avec... Et ça, je pense que sont les démarches qui sont faites déjà actuellement dans quelques équipes et qui vont être un peu certaines démarches du futur dans ce genre d'approche. Alors, comment fait-on ? Eh bien, il y a une grande variété de cellules, hein, vous voyez, qui internalisent facilement des nanovecteurs ou des nanoparticules. Dans un premier temps, on va internaliser en fait, des nano-objets ou des vecteurs plus complexes dans la cellule. Ensuite, eh bien, on va les mettre en situation de stress pour les forcer finalement à relarguer les systèmes nanoparticulaires. Et dans certains cas, eh bien, on va avoir des extractions qui vont se faire sous la forme de microvésicules. Et donc, à l'arrivée, eh bien, vous avez ces microvésicules hein, qui vont être très très intéressants parce que ce sont des vrais biohybrides qui vont participer à la communication intercellulaire. Ça va vous permettre d'acheminer un certain nombre d'effecteurs biologiques, des récepteurs, des enzymes, qui vont peut-être être inclus finalement in situ au moment du passage de votre système nanoparticulaire dans la cellule, je dirais, mère, la cellule fondatrice. Alors, quelques exemples. Hein, donc, j'ai pris cet exemple d'une équipe italienne et puis j'ai pris un autre exemple de l'équipe de Florence Gazo et de Claire Willem. Ça, ce sont des systèmes, je vous les avais montrés la dernière fois, vous voyez, des systèmes de particules de silicium, hein, recouverts d'une petite couche de silice en surface, ça s'oxyde tout seul, qui sont chargés avec des nanoparticules d'oxyde de fer magnétique, hein, qui elles-mêmes sont couvertes d'un polymère hydrophile. Donc ça, c'est l'objet. Vous voyez, ça, ce que vous voyez ici sont les nanoparticules internalisées dans le vecteur. Hein. Et donc ces objets-là sont, je dirais, engloutis par des macrophages. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois comme exemple de phagocytose. Hein. Alors maintenant, si vous regardez un petit peu le vécu de ces objets-là, de ces particules, eh bien vous voyez qu'elles sont internalisées dans des vésicules au sein du macrophage. Vous voyez ici, ce sont les nanoparticules d'oxyde de fer. Hein. Par contre, lorsque ces véhicules sont externalisés à la sortie, eh bien, vous avez un certain nombre de vésicules qui, en fait, sont déjà enrichis en système à base d'oxyde de fer. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, elle est validée via ce genre d'expérience. Ça, c'est une vue d'artiste basée, en fait, sur l'ensemble des résultats de la microscopie électronique. Donc, vous avez un système qui est avalé, complexe, avec des systèmes nanoparticulaires. Les particules sont libérées au sein du cytoplasme, récupérées, en fait, par des vésicules, et ensuite, vous pouvez avoir, via l'exocytose, en fait, des vésicules fonctionnalisées en système nanoparticulaire. Alors, ça, c'est une démarche intéressante et je vais simplement la compléter par des résultats que je trouve particulièrement intéressants qui ont été faits, je vous le dis, dans le groupe de Paris 7, hein, Florence Gazo et Claire Willem. Évidemment, maintenant, vous pouvez jouer à la fois sur le choix des objets nanoparticulaires, essayer de faire des composites, vous voyez, or, fer, oxyde de fer. Donc l'or va pouvoir, par exemple, être utilisé pour faire de la plasmonique. Les oxydes de fer, on connaît leurs propriétés magnétiques, qui va dépendre de leur taille, de leur morphologie, etc. Et donc, vous pouvez essayer de faire ce genre de démarche, et c'est ce qu'ils ont fait, et ça marche. Hein. Donc globalement, vous incubez votre système pendant plusieurs heures,
hein, dans des cellules, je dirais, choisies. Et ce que vous voyez ici, c'est simplement l'internalisation en fait, des nanoparticules dans la cellule. Et vous voyez que bon, il y a certains vésicules qui sont à l'intérieur de qui sont lourdement chargés. Ce que vous voyez ensuite ici, c'est l'externalisation, c'est-à-dire les vésicules qui ont été fonctionnalisées avec les nanoparticules qui sont sortis de la cellule simplement en l'affamant pendant 2 ou 3 jours. Hein. Et ce que vous voyez ici, c'est les clichés de microscopie électronique du vésicule. Et vous voyez, dans ce cas ici, ce sont des oxydes de fer. Ici, ce sont les nanoparticules composites, je dirais, hors oxyde de fer. Hein. Donc, vous pouvez expulser des vésicules bien chargés, à la fois avec une composante, je dirais, type oxyde, ou même avec un système qui peut être composite. Donc là, je vais assez vite. Donc les propriétés, ensuite, ces vésicules, vous les utilisez un peu comme des nouvelles particules. Donc vous utilisez leurs propriétés, par exemple, en diffusion de la lumière, vous regardez leur taille, ou en microscopie électronique, c'est ce que vous voyez là. Donc ce sont des objets qui ont une certaine distribution de taille, qui est autour de 450, mais c'est distribué. Et en diffusion de lumière également, bon, vous avez... diffusion de lumière, vous observez toujours une taille un petit peu supérieure à ce que vous observez en microscopie électronique. Ça, je vous l'ai raconté de nombreuses fois. C'est simplement parce que vous ne mesurez pas exactement la même chose. Vous ne regardez pas le cœur dur de l'objet, mais vous regardez également, je dirais, toutes les couches de surface et le solvant. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une image par IRM de ces vésicules, en fait, qui ont été injectées. Alors, ici, vous avez le blanc. Enfin, c'est une IRM qui utilise en fait les oxydes de fer comme agent de contraste. Et je vous ai dit dans le cours de l'an dernier que ce sont des agents de contraste qui travaillent en T2, c'est-à-dire que le contraste se fait via l'obscurité. C'est-à-dire quand vous avez du contraste, vous allez vers le noir, hein, pour parler simplement. Et ce que vous voyez, c'est que ces objets, finalement, ont des très bonnes propriétés d'agents de contraste avec des relaxivités qui sont assez élevées, et qui sont même, je dirais, dans les matériaux les optimum, au-dessus finalement de systèmes de nanovecteurs magnétiques qui sont déjà approuvés cliniquement. Donc au niveau des données physiques, ces objets-là, en plus de présenter un intérêt biologique, sont déjà relativement intéressants et performants, ne serait-ce que sur les réponses magnétiques. Sur les réponses hyperthermiques, je vais assez vite, pareil. Donc des réponses hyperthermiques, c'est-à-dire que quand on fait de l'hyperthermie, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire osciller un champ magnétique. Et cette oscillation du champ magnétique va faire bouger, en fait, à la fois, bon, il va y avoir une contribution du mouvement brownien des particules et également des moments de spin. Et ça va dépendre de la taille. On a vu ça l'an dernier. Et ça va créer un échauffement. Et cet échauffement, vous pouvez le répercuter sur une tumeur pour la traiter. Et donc ces objets-là, vous voyez, ces vésicules fonctionnalisées avec des nanoparticules, présentent des propriétés d'échauffement qui sont déjà assez intéressantes. Alors, aller plus loin, et c'est le deuxième exemple, même équipe, aller plus loin, c'est d'utiliser finalement du minéral et de l'organique, c'est-à-dire un colorant comme celui que vous voyez ici, qui est une porphyrine, c'est un système qui va fluorescer. Je vous ai raconté l'an dernier que lorsque vous excitiez un colorant, vous aviez des transitions entre les états singulets et des processus de désexcitation, mais que certains processus de désexcitation pouvaient se faire via des états triplets. Et via ces états triplets, vous pouviez créer finalement, par interaction avec l'oxygène moléculaire, vous pouviez créer en fait de l'oxygène singulé et faire de la thérapie photodynamique, donc détruire des tumeurs. Donc vous pouvez imaginer, c'est ce qu'a fait cette équipe, d'avoir à la fois en fait cette sonde et ce traitement, je dirais, sonde fluorescence et traitement thérapique, et puis de la coupler, je l'ai symbolisé avec ce petit pentagone rouge, et puis de la coupler avec un système de nanoparticules d'oxyde de fer magnétique. Et à nouveau, vous allez utiliser finalement la même démarche pour essayer d'inclure ou de co-inclure, ce qui est le mieux, ces deux fonctionnalités dans des vésicules. Hein. Et donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire et publié, vous voyez, très très récemment. Alors ça, c'est une expérience de micromagnétophorèse. Alors ça marche comment? En fait, c'est de l'électrophorèse, mais sous le champ magnétique, pour ceux qui connaissent. Et donc finalement, vous voyez, en fonction du temps, quand vous appliquez un champ magnétique, le vésicule étant chargé de nanoparticules magnétiques, eh bien, ils vont se déposer en fait en fonction du champ appliqué et du temps.
Donc là, les vésicules sont là, donc vous les visualisez parce que ce n'est pas qu'un vésicule, c'est un ensemble. Par contre, le fait que ça vienne se coller sur les mains, ça veut dire qu'ils sont chargés d'objets magnétiques. Ça, tout le monde comprend. Par contre, vous pouvez également colorer finalement la membrane du vésicule avec les processus de coloration que, à nouveau, j'ai largement expliqué l'an dernier. Et puis, vous avez votre fameux, je dirais, deuxième fonctionnalité qui permet de faire la thérapie photodynamique, qui, elle, est un fluorophore rouge. Et donc, vous voyez très bien, vous accumulez les particules magnétiques, mais en même temps, vous accumulez le colorant correspondant à la deuxième fonctionnalité, et également le signal vert associé à la membrane. Donc ça, ce sont des manips qui sont, moi, je trouve, assez jolies et qui montrent facilement. Alors, vous pouvez les compléter par de la microscopie électronique, par de la microscopie conflocale, etc. Donc là, je vais passer assez vite, parce que je crois que j'ai largement abusé de mon temps. Donc ça, ce sont les réponses finalement de ces systèmes, une fois qu'ils ont été internalisés, que ces vecteurs biohybrides ont été réutilisés en thérapie photodynamique. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est la croissance tumorale en fonction du temps, du nombre de jours d'irradiation, et du temps donc, pour un système qui n'est pas traité, un système, je dirais, traité simplement avec le colorant, et ici vous avez le traitement par le vecteur. Donc vous voyez, vous avez quand même un écrasement. Bon, il y a une pente, mais il y a quand même un très net écrasement de la croissance. De l'autre côté, du côté de l'imagerie RMN en T2, eh bien ça c'est le blanc, avant injection des vecteurs. Et là, vous voyez une image vraiment très bien contrastée de la tumeur, grâce finalement au contraste magnétique procuré par les aspects, la relaxation associée aux espèces paramagnétiques contenues dans les nanoparticules. Donc ça, c'est de l'imagerie, à nouveau, cette fois-ci in vivo, sur un animal, sur une souris. Et donc là la réponse en fluorescence, vous l'obtenez grâce finalement au colorant qui vous permettait de faire la photothérapie. Donc ce sont des systèmes, vous voyez, qui commencent à couvrir un certain nombre de fonctionnalités. Et pour terminer, je reprends le cartoon qu'ils ont présenté dans leur publication. Donc vous avez un système avec différentes fonctionnalités. Et là, on peut en imaginer, avec un travail comme ça, on peut imaginer de faire des tas de choses. Là, c'était du magnétique et de l'optique, un photosensibilisateur. Vous l'incluez via les stratégies que j'ai très rapidement effleurées, et vous utilisez finalement ces objets-là comme de nouveaux vecteurs. Éventuellement, si vous avez du magnétisme, vous pouvez faire de la séparation et du guidage magnétique sur ces objets-là. Donc ça, c'est plus facile. Et ensuite, vous l'utilisez pour la RMN avec les particules de fer, pour l'imagerie avec le colorant, le fluorophore, et puis pour la thérapie photodynamique avec le même colorant via la formation d'oxygène singulé. Donc vous voyez, ces terrains-là, à mon avis, sont des terrains qui sont déjà utilisés par certaines équipes, pas très nombreuses à l'heure actuelle, mais je trouve que ce sont des travaux qui sont particulièrement prometteurs. Alors ce que je vous montre là, comme parmi les derniers clichés, c'est en fait la communication intercellulaire entre deux macrophages. Vous voyez, elle se fait à travers évidemment des extensions de type phylopode, mais également via en fait des structures vésiculaires. Et en fait, il y a bien entendu de la communication biochimique entre les cellules, mais si on arrive à la conjuguer avec une communication dynamique en utilisant ces microvésicules, je pense qu'il est clair, d'une part, on peut jouer sur les aspects biocompatibilité qui seront meilleurs, mais ces travaux-là ouvrent vraiment des perspectives, de mon point de vue, très intéressantes dans tout ce qui concerne en fait, le champ de la nanomédecine. Donc, l'art du camouflage, eh bien, on commence à être, en particulier sur la base des travaux que je vous ai montrés dernièrement, ça commence à être vraiment pas mal, assez intéressant. Bon, ces images-là, vous les connaissez, mais vous avez facilement repéré les animaux, je pense. Phasme, caméléon, un poisson, le gecko. Là, ça va, et le prochain, ça va être un petit peu plus dur. Vous voyez, donc, vous voyez quand même le hibou. Ah oui, le mille-pattes.
Bon, c'est simplement pour finir sur une petite note d'humour, vous voyez, le phasme. Donc, on se rapproche finalement d'une certaine forme de biomimétisme, en particulier dans les derniers travaux que je vous ai montrés, qui sont, de mon point de vue, très, très, très intéressants. Alors, évidemment, ça sera le futur. Soit les liposomes, dans un premier temps, soit les vésicules fonctionnalisées, les téranosomes, comme les appellent nos collègues de Paris 7. Hein, donc on va aller vers des camouflages de plus en plus intelligents et globalement, quand vous regardez les publications dans ces domaines, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ce sont typiquement des domaines fortement pluridisciplinaires où vous avez un certain nombre de collègues qui viennent vraiment apporter leur contribution. Et ce que je vous ai également la dernière fois, c'est que ce genre de travaux, contrairement aux travaux qui étaient faits il y a 15 ans sur la nanomédecine et les colloïdes, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et ça, mon dernier transparent, ça sera pour les plus jeunes. Hein. Je crois qu'il faut être patient, mais le jeu en vaut la chandelle. Hein. Donc je vous rappelle en fait la fameuse phrase de Jacques Roussel, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Je vais vous remercier de votre attention, simplement en rappelant que le 17 mars, il y aura un colloque ici au Collège de France dans un des amphis, où il y aura 2 conférences plénières qui viendront, enfin c'est des collègues de l'extérieur qui présenteront différentes facettes de l'interface, plutôt tournées vers les aspects biominérisation. Et puis vous allez avoir un certain nombre de collègues de province, également des universités parisiennes, également du laboratoire, qui viendront nous présenter finalement ces travaux, les travaux qui sont en recherche, et en particulier, vous voyez, j'ai cité abondamment, où est-ce qu'elle est, Florence, hein, Florence Gazot, qui va vous faire un petit peu le point, en fait, sur certains aspects que je n'ai fait qu'effleurer aujourd'hui, mais ce sont des aspects qui, de mon point de vue, sont très fortement prometteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention.